Bonjour à tous, bienvenue pour cette 26e session du Cercle des économistes. Donc, notre session s'appelle « Comment endiguer la fuite de l'épargne ». Alors, le sujet est bien connu depuis les rapports Draghi et l'État. Donc, l'Europe a des besoins d'investissements colossaux. On connaît dans la transition écologique, la défense, investissement dans les infrastructures, mais une grande partie de l'épargne européenne qui est abondante quitte l'Europe. Donc c'est le rapport de l'État qui évoquait le chiffre de 300 milliards d'euros par an. Et donc nous avons une petite heure pour essayer de comprendre comment on pourrait endiguer cette fuite et puis quelles en sont les conséquences, quelles solutions alternatives. Et nous avons la chance d'avoir un panel de professionnels de la finance, donc des grands qui connaissent bien l'épargne et qui savent ce que pour en faire. Pour évoquer ce sujet, je voulais présenter d'abord mon voisin, Nicolas Calcoun. Vous êtes directeur général délégué d'Amundi. William Kadouche-Chassin, vous êtes coprésident d'Euraseo. Vanessa Holz, directrice générale Bank of America Securities Europe. Camille Bedin, membre du comité exécutif d'Euronext. Et Sophie Paturle, vous êtes la nouvelle présidente de France Invest. Donc vous voyez qu'on va avoir différents points de vue pour ce sujet crucial de l'investissement et de l'épargne. Mais je laisse d'abord la parole à mon partenaire de crime, de table ronde, Bertrand Jacquia, qui va nous expliquer les grands cadrages macroéconomiques autour du sujet. Bertrand, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Les micros sont mis? Oui? Oui. Le thème que nous débattons dans cette table ronde présente trois paradoxes. Le premier est sémantique, à savoir que le thème général de la conférence des rencontres économiques, c'est affronter le choc des réalités, et que notre table ronde s'intitule endiguer la fuite de l'épargne. Alors dans le thème général de nos rencontres, il y a le choc des réalités. Donc qui dit choc dit spontanéité, rapidité, le fait que ce soit arrivé récemment, etc. Or, le thème que nous débattons est un thème presque ancillaire en Europe et en France. Donc il y a un certain paradoxe dans la formulation de notre thème et le thème général de cette conférence, de ces rencontres. Le deuxième paradoxe est économique, à savoir qu'il y a une abondance énorme. Je ne donne pas de chiffres parce que nous n'avons pas les mêmes et que selon le rapport l'État, le rapport Draghi ou ceci ou un tel, les chiffres varient, mais il y a une épargne immense en Europe et en France. Et cette épargne a du mal à s'investir dans les investissements productifs. Parce que d'une part, elle est captée par la répression financière de l'État qui dérive ces financements par des placements sans risque des Français, les Français étant eux-mêmes averses au risque. Alors je trouve que c'est un peu le cas en matière de finances et d'Europe. Ce problème a été mentionné bien entendu dans les rapports Draghi et l'État, dont on parle à peu près dans toutes les commissions, mais il est quand même surprenant que deux banques dont la nationalité est celle de pays ayant forgé le groupe des 6 du marché commun européen, autrement dit une banque allemande, Commerzbank, et une banque italienne, Unicredit, ont du mal, ont des obstacles insurmontables à surmonter justement pour pouvoir fusionner. Donc il y a la raison de ces paradoxes, c'est un peu comportemental, c'est-à-dire que on est très en retard dans le domaine bancaire sur la titrisation. On a encore, malgré les efforts d'Euronext, on a une consolidation des bourses qui n'est pas finie, qui n'est pas faite, enfin qui n'est pas finie. Et donc nous avons un ensemble de facteurs qui fait que l'Europe a du mal à se faire, malgré le fait que les élites en parlent beaucoup. Merci Bertrand. Donc Bertrand évoquait les défis réglementaires, les défis politiques. Et Sophie Paturle, est-ce que vous pouvez nous dire, vous
vous représentez le privé, le non-coté. Quelles peuvent être les réponses à ces défis, notamment pour le monde du non-coté? Bien sûr, oui. Alors, j'ai, je crois, deux convictions que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est qu'aujourd'hui, le diagnostic, il est assez clair. Il vient d'être rappelé à l'instant. Les rapports Draghi, les rapports Letta qu'on connaît tous, qu'on a tous lus, nous disent ce qu'il faut faire. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut investir massivement. Le moment est crucial, je dirais que le moment est capital et qu'il faut investir pour construire notre avenir, un avenir européen. Et que ça, on va le faire grâce aux entreprises. Et nous avons, en France et en Europe, beaucoup d'entreprises non cotées, qui sont des start-up, des PME, des ETI, particulièrement dynamiques et avec des performances tout à fait intéressantes et même admirables pour certaines d'entre elles. Alors, il y a urgence à agir et l'autre conviction que j'ai, on a des talons d'Achille, il vient d'être rappelé, mais on a aussi, et je vais m'intéresser plus particulièrement à ça, des atouts. On a de l'épargne, bien sûr, il faut lui donner envie de s'investir chez nous. Et je pense que lui donner envie de s'investir dans notre pays, dans notre continent européen, qu'on a l'obligation de construire si on veut s'en sortir et pas se faire coloniser, eh bien, c'est s'appuyer sur nos entreprises et sur ceux qui sont capables de leur apporter les financements à long terme dont elles ont besoin. Et là, je vais parler de ce que je connais bien, donc le monde du capital investissement, c'est 450 sociétés, pour vous donner quelques ordres de grandeur, c'est 450 sociétés de gestion qui investissent chaque année 50 milliards d'euros à long terme dans des PME ou dans des entreprises. Dans tous les secteurs d'activité. Hein. Peut-être, je vous surprendrai peut-être en vous disant que le premier secteur dans lequel investit le capital investissement, c'est l'industrie. Plus de 25% des capitaux sont investis chaque année dans l'industrie, dans des PME qui sont dans toutes nos régions, avec un spectre d'activité très large, mais que l'on doit aider à innover. Et pour innover, pour relever les défis du développement digital, relever le défi de la transition écologique, également s'internationaliser, il faut bénéficier de ressources à long terme. Alors, qu'est-ce que je mettrais en avant? Je mettrais le circuit court. On parle beaucoup de circuit court aujourd'hui. Le capital investissement, c'est le circuit court entre l'épargne et l'entreprise, puisque ceux à qui vous confiez votre argent, votre épargne, ces sociétés de gestion, eh bien, ce sont des équipes de professionnels qui vont l'investir ensuite dans des PME en mettant à leur disposition, bien sûr, de l'argent, l'épargne, mais aussi de l'expérience et de l'expertise. De l'expérience et de l'expertise qui les aident à se transformer et qui mettent à disposition des dirigeants un véritable écosystème qui va lui permettre d'aller plus vite et d'accélérer son développement en sécurisant aussi son développement, parce que c'est bien connu que c'est lorsqu'on a plus de fonds propres, qu'on a plus de visibilité sur ses ressources financières, qu'on peut également être plus agressif sur les marchés, et on sait aujourd'hui qu'il faut l'être agressif. Alors, il y a un point quand même que je voudrais mettre en avant. On a deux éléments très positifs. Donc, la France est très en avance dans ce domaine, hein, parce qu'elle est partie avant les autres, parce que historiquement, il y avait des moyens de financement qui étaient moins adaptés. Donc, la France, c'est l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie réunies. C'est 10 500 entreprises qui sont accompagnées aujourd'hui. 10 500 entreprises, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 2,4 millions de salariés. Je pense que vous avez tous dans votre famille quelqu'un qui travaille dans une société dans laquelle il y a la présence du capital investissement. Et puis, c'est des rendements qui n'ont rien à envier aux rendements de nos amis américains. Parce que dans le capital investissement, on fait à deux chiffres, comme les Américains font dans le capital investissement. Pas moins bien qu'eux. Donc, un circuit court, des rendements financiers qui sont équivalents à ceux qu'on peut trouver chez nos amis américains, et une aide forte pour construire ensemble l'Europe de demain grâce à nos entreprises, nos entrepreneurs qui sont
je pense, et j'en ai la conviction profonde, le meilleur moyen de réussir à mettre en œuvre et relever tous les défis qui sont face à nous. Voilà, construire l'avenir, on va le faire avec nos entrepreneurs du non-côté. Donc Sophie, votre message, c'est de dire donc il n'y a aucune raison de chercher du rendement aux États-Unis, si je... Vous avez bien compris. Je crois que c'était clair. Le rendement est en Europe, voilà. Notamment par le non-côté. Gardons notre épargne en Europe. Ne considérons pas que prendre du risque aux États-Unis, c'est plus profitable. C'est une idée fausse. D'accord. Bah écoutez, merci. Un message porté avec conviction. Camille, évidemment, vous représentez le monde du côté des plateformes boursières. Et pourquoi on entend beaucoup qu'il y a un sujet de capitalisation entre les États-Unis, évidemment, et l'Europe, que la capitalisation européenne est beaucoup plus faible. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et évidemment, c'est aussi lié à nos sujets d'épargne, d'innovation. Alors quelles sont, selon vous, les solutions du point de vue du côté? Comment rattraper ce décalage? Oui, alors tout d'abord, je voudrais revenir sur le constat qui a été dressé par Bertrand sur notamment les besoins de financement d'un certain nombre de secteurs. On va avoir besoin d'un afflux massif de capitaux pour financer le réarmement de l'Europe, pour financer la digitalisation de notre économie et pour financer la transition écologique. La bonne nouvelle, c'est que nous, Européens, on est un continent, on épargne beaucoup. On a un taux d'épargne qui est un des plus élevés au monde, 15 à 18% selon les pays en Europe, et ça c'est massif, et ça veut dire que nous, on n'a pas besoin en Europe d'importer l'épargne des autres, contrairement aux Américains, pour pouvoir financer notre économie et nos besoins. Ça c'est un point qui est extrêmement important. Le sujet, vous l'avez décrit, c'est le paradoxe de cette épargne aujourd'hui qui s'investit pas dans des outils productifs pour l'économie, mais qui s'investit principalement dans des fonds monétaires, dans des produits à taux fixe, dans des crypto-monnaies maintenant, qui n'apportent rien au financement de l'économie, et marginalement dans des actions américaines. Alors, je voudrais revenir maintenant sur les solutions à apporter à ce paradoxe. Le premier sujet, c'est qu'on a besoin d'une épargne longue. Or, en Europe, on a principalement une épargne dite de précaution. Une différence majeure avec les États-Unis, c'est qu'en Europe, les gens ne cotisent pas pour leur retraite via des fonds de pension. Aux États-Unis, une différence majeure, c'est que pour sécuriser et garantir sa retraite, on investit chaque mois dans des fonds de pension qui viennent alimenter, qui viennent mettre sous perfusion les entreprises américaines pour pouvoir financer les besoins de fonds propres qu'elles ont, pour pouvoir financer l'innovation. Donc ça, c'est une réalité qui va devoir s'imposer à nous en Europe si on veut pouvoir être à même de financer l'innovation, de financer les fonds propres des PME, les fonds propres de nos ETI dont on a tant besoin pour réaliser l'investissement dans la défense, la transition écologique et la digitalisation de notre économie, c'est de pouvoir flécher l'épargne qu'on a via des fonds de pension pour les fonds propres de nos entreprises. Une des différences majeures de taille entre les gestionnaires d'actifs, on a Nicolas qui est sur le panel avec son concurrent américain, c'est un écart de 1 à 10. Ça, la seule différence, pas parce que Nicolas est moins bon que son concurrent BlackRock aux États-Unis, c'est parce qu'aux États-Unis, ils sont assis sur une épargne qui s'investit massivement dans les fonds actions via cette capitalisation nécessaire pour financer sa retraite. Le deuxième sujet, c'est notre appétit collectif pour le risque. Je voudrais rappeler quelque chose qui peut apparaître comme une évidence, mais il n'y a aucun placement financier au monde qui rapporte plus sur longue période que le placement en actions. Et ça, on a tendance souvent à l'oublier. Et je dirais que parfois, il y a même un effet un peu psychologique quand vous allez voir votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre banquier dans votre agence, on vous montre plusieurs fonds et on vous dit est-ce que vous voulez le fonds le plus risqué, mais attention, vous pouvez tout perdre, ou est-ce que vous voulez le fonds qui garantit votre épargne, qui a moins de risques, mais qui peut vous rapporter moins. Forcément, les gens, ils prennent le fonds qui est plus sécurisé et ils disent non, surtout, je veux absolument rien perdre. Donc, il y a un côté un peu, une dimension psychologique là-dessus. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut absolument travailler pour revoir notre appétit collectif pour le risque. Je le répète, le seul placement dans la durée qui rapporte plus que tous les autres, ce sont les placements en actions. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on voit en Europe qu'il y a un besoin de défragmenter les marchés. Il faut simplifier l'accès aux marchés financiers, qui peut être vu comme étant parfois trop complexe, une juxtaposition de régimes dans différents pays.
il y a une volonté réelle de la Commission européenne d'avancer sur ce sujet. La commissaire Albuquerque fait un travail formidable pour porter le projet de l'Union pour l'épargne et de l'investissement. Il faudra passer par des coalitions de pays volontaires si on n'arrive pas à avoir un consensus politique en Europe au niveau du Conseil européen pour avancer sur ces sujets. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. Il y a une initiative, le label Finance Europe, qui vise justement à flécher de plus en plus des placements vers les actions avec des actions qui sont des actions européennes. Il faut aller pour généraliser des produits d'épargne qu'on a en France, type le PEA, pouvoir les rendre encore plus attractifs d'un point de vue fiscal et pouvoir continuer à les généraliser au niveau européen. Alors vous l'aviez rappelé, Bertrand, Euronext, nous on prend notre part en tant qu'acteur privé parce qu'au-delà des initiatives de la Commission, des États membres qui peuvent agir sur la fiscalité, il faut créer des groupes d'acteurs privés qui veulent avancer vers cette union de l'épargne et de l'investissement. Euronext prend sa part, on fait de la consolidation des bourses, on a maintenant 7 bourses au niveau du groupe, qui crée un bassin de liquidité qui attire un pool d'investisseurs qui va pouvoir être à même de financer les PME, les ETI et leurs besoins de financement. On a aujourd'hui sur les marchés Euronext 12 milliards d'euros qui sont échangés par jour. C'est 2 fois la taille du bassin de liquidité qui est à Londres. Et il faut continuer à faire ces initiatives de groupes privés, notamment pour simplifier l'accès à la cotation. On a annoncé il y a quelques semaines la mise en œuvre d'un prospectus unique pour les introductions en bourse. Il y a d'autres infrastructures de marché au niveau européen qui souhaitent nous rejoindre sur cette initiative. Et on s'en réjouit parce qu'il y a un vrai sujet de fragmentation des marchés européens. Et un des enjeux, c'est justement de pouvoir résoudre cette fragmentation des marchés par une plus grande simplification, plus de transparence sur les marchés actions. Merci Camille. Donc vos préconisations, c'est plus de capitalisation pour la retraite, lutte contre la fragmentation des marchés, puis un peu plus de simplification pour la cotation. Si je résume, autant de sujets en effet où il y a des vraies différences structurelles des deux côtés de l'Atlantique. Vanessa, vous vouliez poursuivre la réflexion avec un sujet en effet aussi où on voit où l'Europe est décalée par rapport aux États-Unis, qui est la titrisation, sujet qui peut sembler technique, mais qui embrasse en effet largement nos questions d'épargne. Oui, alors la titrisation, c'est pas un gros mot. C'est effectivement, tout le monde pense que c'est très technique, mais en fait, c'est assez facile. Donc, juste pour résumer, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Effectivement, l'Europe est riche d'épargne. Il y a 35 000 milliards d'épargne en Europe. Donc, c'est à peu près le double du produit de croissance en épargne. Et il y a le fait que cette épargne est sous-utilisée et parfois détournée. Alors oui, cette épargne part d'Europe pour aller, et seulement un tiers, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'épargne qui reste en Europe, mais elle est souvent détournée aux États-Unis, et c'est pas par faute d'avoir un marché financier américain qui est plus accessible, plus adapté, moins rigide et beaucoup plus liquide. Donc, à cette épargne, qu'est-ce qui s'ajoute? C'est l'aversion au risque dont on a parlé. Effectivement, les investisseurs européens sont très averses au risque. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, ils veulent des placements financiers sûrs, liquides, garantis. Donc, c'est les fonds de garantie en fonds euros, c'est les livrets réglementés ou parfois carrément des dépôts bancaires qui ne sont même pas rémunérés. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces fonds ne sont pas rémunérés et surtout, ils ne financent pas l'économie réelle. Ils ne reviennent pas dans les industries pour financer l'Europe. Donc, il y a un moyen de canaliser en fait cette épargne, c'est ce qu'on appelle la titrisation. En fait, en termes clairs, la titrisation, c'est le regroupement de prêts bancaires, que ce soit des crédits immobiliers, des prêts à la consommation, des prêts aux PME, qui se font transformer en titres financiers qui sont offerts aux investisseurs. Donc concrètement, tout ce groupement de prêts sont structurés dans une structure régie législative et bien entendu très encadrée. Les investisseurs ont accès à ces titres financiers qui sont rémunérés. Et ensuite, effectivement, toute cette épargne qui a été prise dans cette épargne structurée finance l'économie réelle. Donc,
les bilans des banques sont libérés, c'est-à-dire que les banques ont plus de capital pour financer et pour prêter à nouveau et financer l'économie réelle. Les investisseurs ont accès à des produits diversifiés qui sont établis en fonction de leur appétit au risque. Et tout ça, ce sont des outils qui permettent de financer à nouveau l'économie réelle. Donc c'est ça la titrisation, c'est relativement simple, mais ça libère énormément de capitaux pour financer l'économie réelle. Donc oui, on a un gros retard par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, la titrisation, c'est 12 000 milliards de dollars. 60% des crédits immobiliers aux États-Unis sont titrisés. Chez nous, c'est 17 fois moins. C'est-à-dire qu'en Europe, on ne titrise pas et tout dépend des banques pour prêter finalement sur ces prêts aux PME, ces prêts, et pour financer aussi les infrastructures, mais aussi la transition énergétique. Donc, lorsqu'on va libérer ces fonds propres, on va pouvoir financer l'économie réelle et offrir tout ce genre de produits diversifiés à l'étranger. Mais il y a énormément de freins en Europe. Des freins réglementaires, il faut de la simplification, il faut de l'harmonisation, il faut évidemment prendre ces marchés de capitaux qui sont extrêmement fragmentés en Europe pour pouvoir financer cette économie réelle. Donc tous ces freins sont importants. En fait, l'Europe a les financements, l'Europe a l'épargne, mais elle doit se doter des outils pour mobiliser cette épargne. Et c'est ce qui est fondamental ici. Merci beaucoup, Vanessa Holz. Donc après l'intervention, on voit en effet qu'il y a des voies d'amélioration, il y a des solutions techniques pour, c'est le sujet de notre table ronde, endiguer la fameuse fuite d'épargne. Mais William, ce qui m'avait intéressé quand on s'est parlé avant la table ronde, c'est d'emblée, vous m'avez dit, mais ce n'est pas du tout le sujet, les fameux 300 milliards. Alors dites-nous, vous, quelle est votre approche? C'est un sujet, mais ça cache la forêt. Donc, beaucoup de choses ont été dites, toutes très justes. Premièrement, l'Europe, c'est un continent où l'épargne est abondante, 2 fois la taille du PIB, 35 000 milliards, c'est gigantesque. Et en fait, ça vient aussi d'une pathologie, c'est que l'Europe a un taux d'investissement rapporté au PIB de 2% inférieur aux États-Unis, et elle a un taux d'épargne beaucoup plus élevé. Donc tout a été dit, on privilégie la précaution à l'investissement. Si on prend le deuxième aspect qui va avec cette abondance, qui est la très mauvaise allocation de l'épargne, et notamment le faible fléchage vers l'économie productive, qui est pour moi la forêt, plutôt que savoir si elle va à l'étranger, en fait on tombe sur des ordres de grandeur qui sont sans commune mesure avec les fameux 300 milliards. Si on avait la structure de l'épargne qui se trouve aux États-Unis, c'est-à-dire plus de produits d'épargne à long terme pour la retraite, sur l'equity, moins sur le monétaire, moins de fonds euros, d'assurance vie, d'épargne réglementée, pour prendre l'exemple de la France. Le rapport Noyer, qui est le troisième rapport qui est aussi important sur ce point, vous dit on basculerait 8 000 milliards d'euros vers l'économie productive. Rapporté aux 800 milliards par an du rapport Draghi pour financer tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est gigantesque. Ça ferait 350 milliards d'euros dans les flux annuels. Donc c'est ça le vrai sujet, c'est comment on réoriente vers l'économie réelle, l'économie productive. Parce que tout ça va avec deux sujets qui sont fondamentaux et qui sont un peu des tabous. Le premier, c'est qu'en fait, on appauvrit le citoyen européen. Et on l'appauvrit collectivement en privilégiant, c'est-à-dire les États, des fiscalités tout à fait inefficaces en matière d'épargne. Le rapport Noyer, là encore, dit une statistique qui est cruelle. Si vous êtes un Français sur 10 ans, avec la structure de l'épargne telle qu'elle existe aujourd'hui, encore une fois, des fonds euros, du livret A, du monétaire, etc., peu d'actions, vous avez eu un rendement de 13% par an sur 10 ans, les 10 dernières années. Si vous avez investi dans l'equity américain, et c'est comme le cas de l'essentiel des Américains dans leur fonds de pension, vous avez fait 140%. Et si vous aviez investi dans le CAC 40, vous auriez au moins fait 80%. Et donc en réalité, on crée des effets de richesse négatifs pour les citoyens européens. Et c'est ça le combat politique, c'est de rappeler aux gens que non seulement on ne finance pas notre économie, mais qu'en plus, en réalité, on les appauvrit. Et le deuxième tabou, c'est qu'en fait, ça n'est pas que vrai que l'épargne va aux États-Unis, par exemple. Elle va financer des produits de dette aux États-Unis, via notamment les bilans des assureurs,
Et l'equity européen est financé par les anglo-saxons, entre autres. Alors tant mieux, réjouissons-nous, on attire les capitaux, ce qui veut donc dire qu'il y a quand même un rendement, ça a bien été dit sur le prêt equity, mais c'est aussi vrai sur les actions cotées. Et le problème, c'est que ça crée éventuellement des sujets de souveraineté. Vous êtes une très belle start-up européenne qui devient à un moment une licorne européenne. Vous trouverez qu'au début de votre carrière, vous êtes financé à 50-60% par des Européens, et quand on va aller sur des tranches de financement beaucoup plus ambitieuses, c'est seulement 18% par des Européens. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, ces entreprises qui ont des métiers globaux, hein, vous êtes dans l'intelligence artificielle, ce sont des métiers globaux, peuvent devoir se poser la question de la cotation aux États-Unis ou du siège américain. Elles ont des actionnaires essentiellement américains. Donc ce tabou-là, il est fondamental. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on a aujourd'hui un mouvement en Europe avec des constats qui sont faits et des propositions sur la table. Il y a 2 semaines, il y a eu la proposition de la Commission européenne sur la titrisation. En mars, on a eu la proposition de la Commission européenne sur l'épargne. Donc peut-être quelques points. Le premier point, on peut relâcher, sans détruire la stabilité du système, quelques règles très contraignantes pour les gens qui allouent de l'épargne, notamment les assureurs. Les assureurs investissent dans le non-coté, qui est l'essentiel quand même de l'entrepreneuriat européen, hein, ça a été dit tout à l'heure, 2% de leur bilan. Aux États-Unis, c'est 5%. Prenez juste la France, vous dégagez 1% des contrats des fonds euros, 2000 milliards, c'est 20 milliards. Chaque année, l'Europe lève 25 milliards, pas plus, pour financer l'innovation, le venture. Donc 1% du seul bilan des assureurs européens, des assureurs français, ça finance l'équivalent du venture capital européen annuel. On peut évidemment relâcher quelques règles sur les fonds de pension quand ils existent, mais le vrai sujet, c'est qu'ils existent peu. Et quand ils existent, on a des marchés qui fonctionnent très très bien avec un continuum liquide, non liquide, qui est très efficace. Un exemple en Europe, c'est la Suède. Deuxième point, il y a l'accès des particuliers à l'épargne. Alors là, il y a beaucoup d'idées qui sont sur la table, qui passent par des labels européens, des produits européens d'épargne. Ce n'est pas le sujet fondamental selon moi. C'est un sujet important qui permettra de la comparabilité, de la visibilité, de la compétition. Mais le vrai sujet, il est domestique. Et là, on retombe sur ce que disait tout à l'heure Bertrand, sur les freins à des logiques pan-européennes. Le vrai sujet domestique, c'est la fiscalité domestique. Tant que la fiscalité de l'épargne privilégiera des produits gelés et peu rémunérateurs pour financer notamment les bilans des États, évidemment, on n'aura pas des produits qui iront vers l'économie productive. Il y a aussi des effets de seuil, des problématiques culturelles, ça a été dit tout à l'heure, mais il faut réorienter de l'épargne de particuliers. Troisième point, c'est la titrisation. La titrisation, elle est essentielle, pas simplement pour dynamiser le marché, mais parce que si vous avez plus de dépôts qui sortent des bilans bancaires pour s'investir dans l'épargne productive, vous allez vous retrouver avec des sujets de déséquilibre des bilans bancaires. Il faut que tout ça puisse se refinancer. Et le quatrième, c'est celui de la création de grands acteurs européens. Ça a été dit, dans la banque, il y a des freins. Dans les infrastructures de marché, on progresse, mais il y a des freins. Et dans les asset managers, je suis assis à côté du plus remarquable et du plus gros des asset managers européens. Mais comme ça a été dit, il est une fraction de taille par rapport aux plus gros américains. Donc il y a de la consolidation. Je sais que tu t'y actives, donc bon courage. Merci William. Bon. Nicolas Calcoen, alias le plus gros acteur du marché européen. Non, Nicolas, on a eu c'est pas facile de prendre la parole en dernier. On a déjà eu une très belle plus qu'une introduction, un très beau développement de tous les sujets. Mais c'est vrai que représentant Amundi, vous avez un rôle très particulier. Évidemment, la gestion d'actifs a un rôle essentiel dans la définition des flux d'épargne et dans la politique d'investissement européenne. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire? Qu'est-ce que vous attendriez des pouvoirs publics? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment cette épargne européenne reste en Europe, et quel est le rôle des gestionnaires d'actifs? Alors, effectivement, beaucoup de choses ont été dites. Je crois qu'à peu près tout a été dit. Et je veux dire que je suis très en ligne avec, en particulier, ce que William, tu viens de dire. Juste peut-être rapidement sur l'élément de constat que je partage assez largement. Et tu as cité d'ailleurs le rapport Noyer auquel j'ai eu la chance de contribuer. Je pense qu'il est important de retenir, c'est qu'effectivement, on a une épargne, en tout cas une épargne des particuliers très abondante en Europe.
je dis des particuliers parce que dans des pays comme malheureusement le nôtre, elle est quand même un peu compensée par une épargne publique qui fait un peu défaut. Et qu'à la fin, si l'Europe dans son ensemble épargne en net et donc investit à l'extérieur, pour la France, ça n'est pas le cas. Mais globalement, on a une épargne qui est effectivement très abondante et que le sujet, c'est effectivement d'abord un sujet d'allocation, un sujet et ça a été dit par un peu tout le monde, d'allocation sur des produits de court terme, des dépôts, des produits garantis, qui sont, il ne faut pas non plus complètement les stigmatiser. Quand on investit, qu'on laisse de l'argent en dépôt dans une banque, la banque l'utilise, elle investit, elle prête à des entreprises, mais pour des tas de raisons, y compris réglementaires, elle ne peut pas ou peut investir vraiment sur des produits de long terme, sur des actions ou sur des actifs privés. Donc c'est là le principal problème. Et effectivement, s'agissant de l'exportation de notre épargne, en tout cas de l'épargne européenne, effectivement, le paradoxe, c'est qu'on investit dans des produits de dette, comme tu le dis. On finance l'État américain pendant que les fonds de pension américains financent nos entreprises qui posent également des problèmes de souveraineté. Donc quand on a dit ça, effectivement le principal point c'est comment on corrige ça, comment on fait en sorte que dans l'intérêt de nos entreprises, dans l'intérêt du financement de l'économie, mais comme tu l'as dit, également dans l'intérêt des investisseurs eux-mêmes, à partir du moment où ils ont une épargne de long terme, et quand ils épargnent, c'est souvent pour des projets de long terme, à comment passer par la retraite, comment on corrige ça. Et je pense qu'il faut vraiment avoir de ce point de vue-là, une approche très globale et partir de la racine du sujet. On parle beaucoup, s'agissant des particuliers, de questions d'éducation financière et d'aversion au risque. Mais si les investisseurs particuliers ont une attitude vis-à-vis du risque qui est sans doute assez peu cohérente en fait avec leur intérêt de long terme, ça s'inscrit dans un cadre général. Le premier élément, c'est évidemment la fiscalité, tu l'as indiqué, les produits, la fiscalité qui reste quand même un peu, on va dire, à l'envers. Dans un certain nombre de pays européens, à commencer par la France, même si, à travers des évolutions récentes, la loi Pacte et le développement des produits d'épargne retraite individuels et collectifs, qui est quand même un vrai succès, près de 110 ou 120 milliards d'euros après 5 ans, la poursuite de cette tendance avec la loi Industrie verte, qui a aussi introduit des éléments. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de la réflexion et il faut sans doute aller au-delà dans la conception des produits et dans l'alignement de la fiscalité avec l'horizon et le profil de risque des produits. Le deuxième élément, c'est, et là c'est quelque part vraiment un changement de paradigme dans l'approche qu'ont les régulateurs, les pouvoirs publics, les distributeurs et les producteurs d'épargne dans la protection du consommateur. Il y a eu énormément de nouvelles orientations et de nouvelles réglementations qui ont poussé, et c'est évidemment très important, dans le sens de la protection de l'investisseur, de la compréhension des risques qu'il prend. Mais à la fin, si on accumule toutes ces réglementations, si on se met concrètement dans la peau d'un investisseur et d'un conseiller, ça devient quand même beaucoup plus simple d'orienter l'épargne vers des dépôts, vers de l'assurance en euros traditionnelle, et très compliqué de conseiller sur des produits de long terme. Et je pense que c'est un paradigme qu'il faut sans doute rééquilibrer. Et puis la dernière dimension, c'est effectivement, ça a été dit par Camille, l'importance d'avoir des marchés un peu plus ouverts qui permettront d'avoir l'argent qui circule plus rapidement et aussi de renforcer les acteurs européens. Tu as eu la gentillesse de citer Amundi, mais je pense que ça soit dans le monde de la gestion d'actifs, de l'assurance ou évidemment des acteurs privés, on a des acteurs européens très forts et on le voit d'ailleurs, qui ont tendance, soit c'est une étude de l'ASG qui le montre, à investir en proportion bien davantage dans les actifs européens que dans les actifs que leurs concurrents américains. Donc si vous faites tout ça, on aura déjà beaucoup avancé. Et pour revenir sur le sujet de l'export de l'épargne, à partir du moment où on a une fiscalité qui est remise à l'endroit, à partir du moment où les pouvoirs publics, à travers des incitations fiscales, favorisent et aident l'épargne de long terme, dire qu'il faut quand même
utiliser cet argent public quelque part de façon privilégiée pour l'Europe, avec un minimum d'actifs européens. C'est le sens du label où il y a allusion Finance Europe qu'envisage un certain nombre d'acteurs européens. Ça me paraît quelque chose de bon sens. Merci Nicolas. Camille, vous vouliez réagir ? Je voulais rebondir sur ce que disaient William et Nicolas au sujet de la fiscalité. Vous l'avez dit, on a aujourd'hui des dispositifs fiscaux qui sont plutôt fléchés vers de l'épargne qui est non productive et non pas nécessairement vers le financement de l'économie réelle et les actions. La réalité, c'est que quand vous mettez dans les chaussures d'Amélie de Montchalin et d'Éric Lombard que vous devez constituer le budget pour l'an prochain et que vous devez lever des centaines de milliards d'euros sur les marchés, vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment pour flécher des incitations fiscales qui sont aujourd'hui dirigées vers des produits à taux fixe, vers des investissements en actions. Donc le sujet, c'est tant qu'on n'a pas résolu en France le sujet de la dépense publique, tant qu'on n'a pas réduit notre déficit, on aura toujours cette confrontation entre financer les actions via des incitations fiscales ou financer le déficit de l'État. Donc la priorité, c'est la consolidation de la dépense publique, la consolidation du déficit public pour pouvoir être à même de rediriger des incitations fiscales vers l'économie productive. Oui, merci Camille. Oui, c'était la question aussi que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que, par exemple, un pays comme la France peut aller vers la retraite par capitalisation tant justement tant que le budget a besoin de lever, tant qu'il y a tant de dettes, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on peut prendre ce risque ? William, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'État peut en responsabilité justement lancer la retraite par capitalisation aujourd'hui ? Là, vous posez une question qui dépasse de très loin un acteur comme Euraseo, mais enfin bon, moi je vais parler comme citoyen. Tout le monde ici, je pense, sait que la dépense sociale en France, elle est substantiellement plus élevée que dans le reste de l'Europe. Je ne parle pas de pays où on ne parle pas de welfare state. Je parle de pays où on est raisonnablement généreux en système de retraite ou système de santé. Donc réduire la part des dépenses sociales qui vont vers la retraite et y substituer de l'épargne surabondante d'Européens qui iraient s'investir sur des produits longs, donc aussi l'économie productive des entreprises, avec des effets productivité PIB induits, oui, ça me paraît une urgence. Merci. Il y a un point qu'a évoqué Camille tout à l'heure, qui sont les crypto-monnaies. Je ne sais pas si l'un de vous veut rebondir. Est-ce que, et Camille, vous disiez que c'était un sujet qui vous inquiétait, de voir l'épargne se flécher vers les crypto-monnaies. Est-ce que parmi les autres intervenants, est-ce que vous partagez cette inquiétude ou pour vous ça reste epsilonesque, les crypto-monnaies ? Est-ce que ça peut être un sujet, je ne sais pas, Vanessa, c'est un sujet que vous suivez, les cryptos ? Oui, c'est un sujet qu'on suit. La crypto-monnaie, effectivement, si on parle de crypto-monnaie qui est standardisée, il y a d'ailleurs des normes européennes qui commencent à parler de cette crypto-monnaie, de la digitalisation de l'euro. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Pour l'instant, c'est vrai que par rapport au financement de l'économie globale, c'est encore une part relativement faible et il faut effectivement que ce soit extrêmement encadré pour pouvoir donner le cadre réglementaire et le cadre législatif qui fait qu'il y a un aspect sécuritaire aussi qui est extrêmement important. Mais effectivement, c'est un sujet dont on parle de façon importante avec un cadre très sécurisé. Mais ce n'est pas encore le sujet principal, en fait, de rediriger l'épargne sur l'économie réelle. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental sur la sécurité. C'est aussi, il y a récemment ce qui a été développé surtout sur la titrisation, c'est une standardisation, une simplification et aussi une transparence. On en parlait tout à l'heure. Donc il y a des labels et souvent on compare certains produits à la crise de 2008 aux États-Unis. On est très 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 loin de tout ça. Donc en fait c'est aussi cette éducation qui doit être faite sur le fait que l'aspect sécuritaire est pris en compte, la transparence est prise en compte, le cadre est extrêmement différent de ce qu'on était en 2008, le bilan des entreprises financières est beaucoup plus stable et c'est ça aussi qu'il faut donner envie à ce cadre, en utilisant ce cadre réglementaire pour se dire qu'on est capable de mobiliser cette épargne. Et oui, l'euro, la digitalisation, c'est un facteur important.
Donc pour vous, c'est un facteur important, mais la réglementation est pour l'instant dans le bon timing. Il n'y a pas encore de distorsion des flux d'épargne en raison des crypto. Je pense qu'il faut avancer. C'est difficile, l'Europe est relativement lente. Je ne peux pas parler de bon timing, mais c'est un des sujets. Il y a beaucoup d'autres sujets à voir en priorité pour pouvoir financer l'économie réelle. Merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce que vous avez des questions dans le... Ah bah... Voilà, il y a deux messieurs. Bah, attendez, on va peut-être commencer par monsieur là-bas qui a levé la main en premier, puis vous. Alors, on va prendre plusieurs questions à la fois, si on a peu de temps. Voilà, posez des questions rapides, s'il vous plaît, Claire. 1, 2, et puis. Voilà, allez-y, pardon. Bonjour, William de l'Université Éco-Gestion de Bordeaux. J'ai une question simple. Est-ce qu'on peut créer un modèle où l'on peut allier justement le modèle de la sécurité sociale et à la fois la retraite par capitalisation, parce que ça peut rentrer un peu en contradiction selon moi. C'est une question magnifique, là ça va être compliqué de faire le tour en 2 minutes, mais merci pour la question. Le monsieur là. Et puis après voilà, monsieur là. Bonjour, je suis Fabrice Romain, ingénieur en microélectronique. J'avais une question, Sophie Pâture a parlé d'investissements en non-coté via France Invest. Je voulais savoir si ces investissements étaient ouverts à des particuliers ou si c'était uniquement via des institutionnels. Merci. Parfait, bonne question pratique. Et bah, peut-être au premier rang, Philippe Traînard. Juste une petite question, une petite contestation, parce que vous parlez de la retraite capitalisation, mais soyons réalistes, quand on la mettra en œuvre, les flux que nous aurons tout au moins au départ seront relativement marginaux. Je ne vois pas en quoi cela pourrait répondre au rapport Draghi. Et une deuxième contestation sur la prise de risque. Vous avez souligné avec beaucoup de raison que la prise de risque en Europe n'était pas très importante, liée à l'épargne de précaution, liée au problème de la retraite, donc on voit que tout se tient un petit peu. Mais il y a un autre facteur que vous n'avez pas cité et qui est très importante en Europe et moins importante aux États-Unis, c'est le fait que la rémunération des ménages quand ils prennent du risque est bien moins importante que la rémunération des professionnels et que de ce fait, l'incitation à prendre du risque est bien moins intéressante en Europe de ce fait là même. Merci. Merci beaucoup Philippe. Alors peut-être Sophie, très rapidement la question simple, réponse simple. Merci de cette question simple mais importante. Effectivement, le capital investissement est ouvert aux épargnants. Il y a énormément de travail qui a été fait dans ce sens-là. Je parlais tout à l'heure, on investit 50 milliards, on lève à peu près 50 milliards d'épargne. C'est 2,6 milliards qui ont été levés l'an dernier auprès de particuliers. Il y a notamment le contrat d'assurance vie et le plan d'épargne entreprise et le PER. Et c'est une progression de 30% par an et ça fait partie des axes majeurs de notre action France Invest, de rendre accessible aux épargnants privés le capital investissement. Qui veut faire... Ça me gêne de faire de la pub, mais je voudrais dire que parmi les acteurs qui distribuent auprès de la clientèle de particuliers, via vos conseillers patrimoniaux, vos banquiers et vos assureurs, vous trouverez des fonds Euraseo. Mais sur la question sur la capitalisation, et tout en étant d'accord, je ne suis pas sûr qu'on est en désaccord avec vous du tout, monsieur, sur le fait qu'au départ, ça ne va pas faire nécessairement des gros flux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction. Il y a un système de retraite par répartition qui arrive à une limite, c'est que ce n'est plus un système assurantiel, c'est un système qui est largement financé par la dépense publique. Et on ne revient pas sur ce qui a été dit, ça reboucle quand même sur une inefficacité générale du système. Donc l'idée, c'est d'avoir une épargne fléchée spécifiquement vers de l'épargne retraite avec des incitations fiscales, c'est notamment en général la déductibilité de l'assiette d'imposition, voire d'impôt pour les classes, pour les catégories de population qui ne paient pas d'impôt sur le revenu, et évidemment avec une fermeture du fonds. Si vous regardez des choses qui existent, ça marche, hein, ça a été dit, le PER avec la loi Pacte, ça marche. Maintenant, aujourd'hui, si vous prenez la France, qu'est-ce que c'est la retraite par capitalisation? C'est le fonds euro de l'assurance vie. En moyenne, il est détenu sur 30 ans, alors que l'avantage fiscal il est sur 8 ans. Et pourtant, il est investi dans ces produits finalement peu intéressants, dont on a parlé tout à l'heure, et il donne 3,5%.
Je voudrais juste rajouter... 10 secondes, Vanessa, pour pas que Bertrand ait le temps de conclure. Juste quelques secondes, il y a aussi, là, on a un exemple, c'est la réforme des retraites néerlandaise qui met en place justement ce système de retraite par répartition sur un système de retraite de capitalisation où les flux vont aller et c'est pas... On a des exemples, et ce sont des exemples très importants qu'il faut suivre. Donc ce n'est pas une contradiction, mais c'est un fléchage qui est nécessaire, je pense, pour le futur. Merci. Nicolas, 20 secondes pour répondre à Philippe Trainard, et Bertrand, après, tu as tes 3 minutes de conclusion. La question était, je crois, sur le rendement respectif des offres qui sont faites aux institutionnels et aux particuliers. Je suis pas d'accord avec vous. À expertise comparable, à produits comparables, les rendements sont très proches. Il y a simplement, s'agissant de produits qui sont destinés au retail, des coûts un tout petit peu plus élevés qui sont liés aux coûts de distribution pour accéder indirectement potentiellement à des milliers de distributeurs. Si au bout du compte, les institutionnels investissent dans des produits qui sont à la fin dégage un rendement plus élevé que les retail, c'est d'abord et avant tout, très principalement, une question d'exposition, de composition des allocations d'épargne. Et c'est bien l'enjeu justement de tout ce qu'on discute, dans l'intérêt évidemment, encore une fois, des entreprises, des besoins de production qu'on essaie de financer, mais et avant tout des particuliers, quand ils investissent à long terme, de faire en sorte qu'ils puissent et qu'ils aient une exposition à des classes d'actifs qui sont, oui, un peu plus risquées, mais sur le long terme, dégagent un rendement supérieur, les actions ou les actifs privés. Merci beaucoup, Nicolas. Désolé pour tous ceux qui voulaient poser des questions, mais on arrive à la bout de la table ronde et je voudrais que Bertrand Jacquia puisse conclure nos débats. Et voilà, désolé, mais vous pouvez leur parler après quand on descend de l'estrade. Oui, c'était un débat très intéressant. C'est un peu le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. J'ai trouvé que entre vous tous, il y avait un vent d'optimisme qui est apparent. Il y a un sujet sur lequel on a un mot qui n'a pas été employé. C'est celui de formation financière. Il n'y a pas de si longtemps, il y a une quinzaine de jours, j'étais chez des amis en Bourgogne. L'un d'entre eux est un producteur de vin très connu sur la côte chalonnaise, et l'autre avait un sorte de monopole en France de la fabrication de parapluies et de parasols. Et tous les deux, c'était des camarades d'HEC, donc des gens un peu âgés, et tous les deux disaient « je ne veux surtout pas investir en bourse ». Je ne veux surtout pas investir en bourse, l'un parce qu'il avait une expérience malheureuse après son premier stage d'HEC, on l'avait fait acheter des actions qui avaient fait faillite, et l'autre par culture personnelle. Et je trouve que le thème de la formation, pour inciter justement les Français et les gens à se porter davantage sur des investissements plus risqués, sur des actifs financiers un peu plus risqués, permettrait de répondre davantage et mieux aux recommandations du rapport Draghi. Merci. Merci beaucoup Bertrand pour ces quelques mots. Merci à tous les 5. Et Bertrand a raison, c'est un moment d'optimisme et c'est important en ce moment. On est tous vraiment, dans une session, d'ailleurs, on voit bien, c'est le titre des rencontres, avec beaucoup de questions. Donc bravo, vous avez donné des orientations, des solutions. Donc merci beaucoup et merci pour vos explications très claires. Merci.